Bonjour, je m'appelle Nicole Dubois, je suis écrivaine. J'ai jamais été publiée parce que je suis une femme. J'aimerais ça pouvoir publier mes livres pour faire avancer les choses et changer les mentalités. Saviez-vous qu'au Québec, les femmes sont encore considérées comme des enfants? La Révolution tranquille est la période de transition entre l'époque plus conservatrice qu'a connue le Québec et l'époque contemporaine que nous connaissons de nos jours. Elle a commencé au tout début des années 60 et s'est terminée par les années 70. Plusieurs catégories de personnes se sont révoltées durant cette période. Les féministes, les artistes, les étudiants, ainsi que le peuple en général. Lors de la Révolution tranquille, les femmes ont fait beaucoup de chemin grâce à leur nombre et à leur détermination. Elles revendiquent leurs droits en lien avec la vie privée et la vie publique. En ce qui concerne leur vie familiale, les femmes étaient soumises à leur mari et elles devaient rester à la maison pour faire des tâches ménagères. Les féministes désiraient alors pouvoir gagner leur propre vie sans être dépendantes d'un homme. Par la loi, les femmes étaient considérées comme des enfants et avaient beaucoup moins de droits que les hommes. Par exemple, elles n'avaient pas le droit d'avoir une maison à leur nom et elles n'avaient pas le droit d'être dans un jury. De plus, avant la loi sur l'équité salariale, une femme pouvait avoir un salaire jusqu'à 4 fois plus bas qu'un homme qui exerce la même fonction qu'elle. Au début des années 60, les féministes forment des organisations féminines comme la Fédération des femmes du Québec et l'Association féminine d'action et d'éducation sociale. Ces groupes sont en fait le résultat du prolongement des activités féministes de la première moitié du siècle, lorsque les femmes ont obtenu le droit de vote. Au cours des années 60 naît le nouveau féminisme. Celui-ci prône la réelle égalité entre l'homme et la femme, et les fidèles à la cause font instaurer des centres d'avortement, des garderies et des centres pour les femmes battues ou violées. Issu du même gouvernement, le Conseil de la femme est fondé en 1973. Il a pour but de s'assurer que la femme n'est pas désavantagée lors des décisions gouvernementales et de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. La femme qui a le plus aidé le mouvement féministe au Québec est Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Non seulement elle s'est démarquée, mais elle a fait avancer les choses en imposant des changements. Elle est la première femme députée à être élue au Québec. Sa carrière politique commence en 1952, lorsqu'elle fut acceptée au barreau du Québec en tant qu'avocate. Elle cessa de pratiquer ce métier lorsqu'elle fut élue comme députée au Parti libéral après la mort de son père Charles-Aimé Kirkland. En 1985, elle a été nommée chevalier de l'Ordre national du Québec. En 1991, elle s'est retirée de la vie politique pour finalement devenir membre de l'Ordre du Canada en 1992. Marie-Claire a eu un grand rôle pour ce qui est de l'émancipation de la femme, car en 1964, elle a fait adopter une loi permettant aux femmes mariées d'exercer des actes juridiques sans le consentement de leur mari. En faisant cela, elle enlève une grande partie de l'emprise que les hommes avaient sur leurs femmes. Un autre personnage qui fut important pendant la Révolution tranquille est Jean-Paul Desbiens. Il eut un grand rôle dans le monde de l'éducation. Cet homme est né en 1927 dans la région du Lac-Saint-Jean. Il reçoit son diplôme de philosophie à l'Université Laval en 1958 pour ensuite l'enseigner dans sa région natale. En 1960, il publie un livre où il déplore la qualité de la langue parlée et écrite au Québec, qu'il appelle Joual. Ce livre a grandement influencé Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministre de l'Éducation au Québec, à mettre en mesure des programmes afin de changer le système d'éducation qui était autrefois contrôlé par le clergé. Je m'appelle Jean-Paul Desbiens et je sais pas l'éducation autant pour les filles que les garçons. Nous pouvons constater une discrimination envers les filles. Par exemple, nous pouvons voir qu'il y a seulement 2 universités pour les filles, tandis qu'il y en a 34 pour les garçons. L'époque de la Révolution tranquille est une époque de changement et l'éducation n'est pas mise de côté. C'est en 1964 que le ministère de l'Éducation est créé. C'est la commission d'enquête parents qui recommanda son instauration. Grâce à de gros montants d'argent, le nouveau ministère crée de grands changements. Instauration de polyvalents, création de cégeps et construction d'universités. Entre 1960 et 1970, le nombre d'élèves fréquentant le secondaire a augmenté de 100%, ceux fréquentant le cégep de 82% et les universitaires de 169%. Le nombre d'élèves a monté en flèche car le ministère a rendu l'accès à l'éducation plus facile. Les artistes ont aussi mis la main à la pâte car ils ont beaucoup d'influence sur le peuple. Prenons par exemple Michel Tremblay. Il est né en 1942 à Montréal, dans le quartier Plateau-Montréal. Il grandit dans un milieu entouré de femmes. Il écrit plus de 20 pièces dont Les Belles Sœurs, écrites en 1965 et présentées en 1968 au Théâtre du Rideau Vert. Son impact fut énorme car il intégra le joual et un humour basé sur le grotesque et la caricature, une chose qui était très répandue, mais tout de même mal vue à cette époque. Michel Tremblay profita donc de la Révolution tranquille que connaîtra le Québec pour amener une nouvelle forme de dramaturgie basée sur un nationalisme québécois, ainsi que sur un regard sur les individus du peuple ouvrier, de leur sort et de leur vie quotidienne. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Le
Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance par l'entremise d'un gouvernement mitaine. Nous en avons soupé des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shots. Tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Mount Royal, des Hampstead, des Outremont, tous ces châteaux forts de la haute finance, de la rue Saint-Jacques et de Wall Street, nous vivrons dans une société d'esclaves. La Révolution tranquille survient suite aux années du Plessis. Celui-ci prônait déjà la décentralisation de la province et était pour la nation canadienne-française. Son héritage laisse une certaine volonté d'affirmer ses différences chez la nation québécoise qui se modernise. C'est un nationalisme différent de celui que prônait Duplessis, qui se caractérise par une volonté d'indépendance de la nation québécoise et francophone. Beaucoup de mouvements séparatistes voient le jour, dont l'un d'entre eux, le Front de libération du Québec, qui se tourna vers des actes de terrorisme pour faire valoir ses points. Ces pratiques mèneront à la crise d'octobre de 1970. De nombreuses arrestations arbitraires d'artistes, de comédiens, de journalistes et de syndicalistes sont effectuées sous le prétexte d'être soupçonnés d'être indépendantistes. Ces pratiques entraîneront une montée de popularité du mouvement nationaliste québécois après cette répression violente effectuée dans le cadre de la loi sur les mesures de guerre. Cette volonté de se dissocier du fédéral connaît son apogée avec l'arrivée au pouvoir du Parti québécois plusieurs années plus tard, en 1976. L'adoption de la loi 101, charte de la langue française, en 1977, et la tenue de 2 référendums pour l'indépendance de la province en 1980 et en 1995. Le Québec veut aussi, au courant de la Révolution tranquille, affirmer sa différence à l'étranger, notamment en France. De cette volonté d'affirmation internationale verra le jour l'Exposition universelle de Montréal en 1967, qui est un point marquant dans l'ouverture du Québec sur le monde, de la reconnaissance à certains niveaux de la culture québécoise et du plus grand peuple francophone en Amérique du Nord. Après 15 ans de contrôle conservateur de la part de l'État et de la religion sous le gouvernement de l'Union nationale de Duplessis, le peuple en avait assez de la présence et du contrôle que le clergé avait sur eux. Le clergé était très conservateur, mais la société voulait évoluer vers des pensées plus libérales, plus modernes. Ils délaissèrent donc le clergé et la religion qui les retenaient presque de force et les empêchaient d'évoluer dans leurs pensées et de se moderniser. Au fur et à mesure que les années avançaient, un désir de changement animait la majorité de la population. Le clergé perdit le contrôle des services sociaux au profit de l'État.